Dans un autre microdoc, nous nous intéressons au village du XIVe siècle. Le cadastre de 1614 nous permet de traverser 2 siècles, depuis 1414, et de dresser un état des lieux 2 siècles plus tard. Première surprise, considérable. La population sérignanaise a explosé puisqu'on trouve désormais environ 200 maisons. C'est colossal. Le village est toujours fortifié puisque les murailles apparaissent dans le document ainsi que les fossés. Ce surcroît de maisons est donc bien évidemment localisé extramuros dans les faubourgs. On dénombre ainsi l'apparition sans doute dès la seconde moitié du XVe siècle, pour les plus précoces, des faubourgs du Puy, du Trouillas, de Sainte-Croix, la Place, chemin d'Orange, chemin de Camaret. Au passage, grâce au cadastre napoléonien, on retrouve des toponymes du fort comme ce quartier, de l'Observance au nord ou la rue des Champeaux. Pour la localiser sur le plan parcellaire plus tardif du cadastre napoléonien, l'historien procède en examinant les confronts des maisons localisées dans ce quartier. Pour chaque maison, les arpenteurs, Claude et Étienne Arnaud, père et fils, précisèrent le voisinage pour les 4 points cardinaux. On sait donc qui ou quoi se trouvait à l'abord de ces parcelles bâties. La question qui demeure pour l'historien est de savoir comment s'est effectuée cette addition des faubourgs et à quel rythme. Comment d'abord? À gros traits, il peut s'agir de 2 modalités d'apparition ou d'une combinaison des deux. D'une part, ces faubourgs ont pu apparaître de manière spontanée. Les nouvelles constructions s'établissant sans autorisation préalable sur des parcelles achetées à cet effet. Au gré des constructions, les faubourgs se matérialisèrent via la pérennisation de certains chemins qui régulèrent alors les flux de circulation. D'autre part, les faubourgs pouvaient parfois faire l'objet d'une décision autoritaire du seigneur qui décidait de lotir une vaste parcelle, un peu comme le fait aujourd'hui une municipalité qui veut attirer de nouveaux habitants pour dynamiser la commune. On trouve des exemples très anciens de ces formes de lotissement, comme ici, à Vaison-la-Romaine, où la guerre qui oppose le comte de Toulouse à l'évêque pousse le premier à essayer de vider le village d'en bas de l'évêque au profit de son village, en offrant de très bonnes conditions d'établissement. En général, quelques années sans impôts. Qu'en est-il à Sérignan du Comtat? On observe d'abord qu'assez traditionnellement, la plupart des bâtiments extramuros se localisent le long des chemins qui mènent au village. C'est une des modalités habituelles de l'excroissance urbaine à l'époque moderne qui allie 2 nécessités. La plus grande proximité au bourg central pour s'y réfugier en cas de nécessité, la plus grande proximité des voies de communication pour des raisons évidentes de confort. Cependant, un ensemble semble échapper à cette catégorisation. Cet ensemble paraît même constituer une agglomération avec ses contours bien définis, sa rue principale qui l'organise et le structure, et enfin, comme un satisfecit à cette hypothèse, sa place centrale. Si l'on ajoute que l'espace sur lequel a été bâti ce village secondaire appartenait au seigneur de Sérignan, on peut émettre l'hypothèse d'un lotissement, mais d'un lotissement peu rationnel, sans doute étalé dans le temps, mêlant spontanéité et dirigisme. Je me suis d'ailleurs laissé dire qu'au village, jadis, on parlait des habitants du village d'en haut et des habitants du village d'en bas. Vieille habitude qui prendrait ses racines au XVe ou XVIe siècle, quand le village de Sérignan voit le nombre de ses maisons multiplié par 6 en 2 siècles.